Voilà, bon, bah, donc je vous présente François Costa, qui est directeur de recherche au CNRS. Et donc Mars, c'est une de ses spécialités, je crois me tromper en disant ça. Voilà. Oui, voilà, moi je travaille sur le campus de l'Université d'Orsay, un laboratoire de géologues. Et puis on est une petite équipe à travailler sur le mystère notamment de l'eau sur Mars. Alors ce soir, je vais vous raconter l'histoire de cette planète à travers justement ce que l'on sait aujourd'hui de la présence de l'eau sur Mars. Alors je pense que vous connaissez un peu la planète Mars, vous avez quelques notions là-dessus, vous êtes renseigné un peu. Vous avez déjà fait un peu d'observation avec des télescopes, jamais? Non. Alors, sachez que dans le ciel, quand il fait clair, ce n'est pas le cas actuellement, mais hier, avant-hier, il y avait un ciel relativement clair. Il y a la Lune, et dans le ciel, assez haut, vers 10 heures du soir, vers le sud, vous pouvez voir un astre assez brillant, couleur rouge, cette couleur-là, qui ne scintille pas, donc qui a un éclat comme Jupiter, mais couleur rouge, ocre, et c'est la planète Mars. Actuellement, Mars est au plus près de la planète Terre, et les astronomes l'observent intensément avec des télescopes, dans des grands observatoires, comme l'observatoire du Pic du Midi, par exemple, dans les Pyrénées. Alors, Mars a de tout temps fasciné les astronomes, mais depuis des siècles même. Et oui, on remonte même au 15e, 16e siècle. Il y avait des astronomes qui s'intéressaient déjà à l'étude de la planète Mars. Et à cette époque, les astronomes, comme un certain homme qui s'appelle William Herschel, avaient repéré avec son propre télescope que cette planète comportait des variations saisonnières. Au fil des saisons, la couleur de Mars changeait. Il avait même repéré des calottes polaires sur la planète Mars, déjà, à cette époque-là. Et puis, un peu plus tard, donc voilà, William Herschel, au XVIIIe siècle, et un peu plus tard, au XIXe siècle, en 1877, c'est Schiaparelli, qui est un astronome qui a fait plein de dessins de la planète Mars derrière son télescope. Enfin, sa lunette, là c'est une lunette de 22 cm de diamètre. Et il a vu plein de choses comme ça, des rayures, des traces rectilignes à la surface de Mars. Et il s'est dit, tiens, si on voit des traces rectilignes, eh bien, il y a des canaux sur Mars. Et s'il y a des canaux, bah, ça c'est pas fait tout seul, il y a des martiens à la surface de Mars qui creusent des canaux d'irrigation. Et à cette époque-là, tout le monde, toi tu rigoles, mais à cette époque-là, c'était pris très au sérieux, du ah oui, des canaux d'irrigation. Alors tous les astronomes se sont mis à observer la planète Mars pour voir les canaux d'irrigation des martiens. Alors, par exemple, en 1894, Percival Lowell, qui était un très riche diplomate, il a construit carrément tout un observatoire aux États-Unis, en Arizona. Un énorme observatoire avec une lunette de 60 cm de diamètre, consacré uniquement à l'étude de la planète Mars. Et en fait, lui, il a passé son temps à voir des canaux d'irrigation partout sur Mars. À cette époque-là, il y avait un foisonnement d'idées, il y avait des débats houleux, parce qu'il y avait ceux qui pensaient qu'il y avait des canaux d'irrigation avec des martiens qui creusaient frénétiquement des canaux d'irrigation sur Mars, puis d'autres astronomes qui disaient, mais non, moi je vois rien du tout dans mon télescope, moi je vois juste des tâches, comme ça. Alors vous voyez, déjà, à cette époque-là, la planète Mars passionnait déjà les scientifiques. Et c'était justement, la thématique principale, c'était justement la recherche de l'eau sur Mars, et des canaux d'irrigation sur Mars. Et puis c'est un peu plus tard, en fait, en 1900, autour de 1900, qu'il y a un astronome qui est venu travailler, donc pas très loin d'ici, à l'observatoire de Meudon. Avec la lunette de Meudon, qui est toujours en place d'ailleurs, et à l'époque, c'était la plus grande lunette d'Europe. Et lui, il s'est dit, oh là là, toutes ces histoires de débats entre les astronautes, canaux d'irrigation, les martiens, tout ça, moi je vais faire des petites recherches tranquillement, sans m'occuper de ce que racontent mes collègues, et je vais regarder. Puis il savait très bien observer, il avait ce qu'on appelle une acuité visuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il arrivait à voir les détails très très fins sur les planètes, il savait très très bien observer, il s'était vraiment entraîné. Et lui, il n'a rien vu de tout ça. Il n'a pas vu des canaux d'irrigation, il a juste vu des taches. Des taches un peu éparses à la surface de Mars. Et lui, il a dit, non, il n'y a pas de canaux d'irrigation. Et puis ensuite, on arrive à une autre période. Dans la connaissance de la planète Mars,
c'est l'époque de l'envoi des satellites autour des planètes. Alors, vous savez que les Américains ont envoyé plein de satellites pour étudier les planètes du système solaire, et notamment des sondes qui ont été envoyées, comme la sonde Mariner 4, la première en 1964, puis en 1969 et en 1976. Et les Américains ont découvert que, d'une part, dès 1964, il n'y avait pas de canaux d'irrigation, c'était la preuve qu'il n'y en avait pas, mais que des cratères, un peu comme la Lune. Vous voyez, la Lune, c'est à peu près ça, ça ressemble à ça, finalement. Alors là, ils étaient très déçus, les scientifiques, à cette époque-là. Ils se sont dit, oh là là là, on a envoyé une sonde qui coûte les yeux de la tête, et finalement, pour voir, non pas des canaux d'irrigation, mais juste des cratères comme sur notre Lune, franchement, c'est pas intéressant. Puis ils se sont dit, oh, on va envoyer quand même un engin un peu plus sophistiqué. En 1969, ils envoient, donc les Américains, un autre engin, avec une caméra à plus haute résolution. Plus haute résolution, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui permet de voir les plus fins détails à la surface de Mars. Et là, ils sont très très contents parce qu'ils ont observé la présence d'un volcan, on verra quelques images juste après, et la présence de traces d'écoulement. Ce ne sont pas des canaux d'irrigation, ça ressemble tout à fait à un fleuve, comme sur Terre. Et puis ils ont envoyé d'autres missions, et ils ont pu ensuite faire une cartographie complète de la planète Mars. Alors, à chaque rapprochement de la planète Mars de la Terre, c'est-à-dire tous les 2 ans et demi à peu près, donc on envoie une sonde, parce que la distance est plus courte, et donc ça permet comme ça, au bout de 6 mois de voyage, d'avoir un satellite qui fait donc une analyse très détaillée de la planète Mars, avec différents engins à bord, des caméras, mais aussi des lasers pour étudier la topographie, la surface de la planète Mars. Ils ont même prévu d'envoyer un ballon qui devait voler, enfin flotter dans l'atmosphère de la planète Mars, mais la fusée a explosé au décollage. C'était en 1996. Pas de chance, ça arrive. Il y a eu beaucoup d'échecs pour l'étude de la planète Mars. Donc, très brièvement, pour aller sur Mars, eh bien, on n'envoie pas d'hommes, c'est trop cher, c'est trop lourd. On envoie un satellite dans une fusée, et puis après à peu près 6 mois, eh bien, le satellite se retrouve en orbite martienne, progressivement, et on essaye de circulariser l'orbite du satellite qui tourne autour de la planète Mars, et on fait une cartographie. La même distance du satellite par rapport à la planète Mars. Comme ça, on a des images à la même résolution, c'est-à-dire avec les mêmes détails, même ordre de détails, et comme ça, on peut faire ensuite des mosaïques d'images de l'ensemble de la planète Mars, et on fait une cartographie, et on a comme ça une image globale de la planète Mars. Et c'est grâce à ces analyses depuis pas mal de décennies, plusieurs dizaines d'années, que l'on a maintenant une vue assez globale de la planète Mars, une connaissance assez détaillée de la planète Mars, mais avec un certain nombre de mystères encore. Des choses qu'on ne sait pas expliquer. C'est très étonnant. Et depuis à peu près 2004, eh bien, sachez qu'il y a des satellites qui tournent constamment autour de la planète Mars et qui renvoient en direct des images de la planète Mars vers la Terre. Par exemple, dans notre laboratoire à Orsay, sur le plateau, eh bien, nous recevons de ce satellite qui s'intitule Mars Express, envoyé par l'Agence spatiale européenne. Il n'y a pas que les Américains qui envoient des satellites vers Mars, mais aussi les Européens. Eh bien, ce satellite nous renvoie des images régulièrement de la planète Mars. Actuellement, il y a 3 ou 4 satellites autour de Mars qui nous renvoient des images régulièrement. Il n'y a pas que des satellites autour de la planète Mars. Dans les scientifiques qui travaillent justement pour mieux comprendre la planète Mars, il y a des ingénieurs, des techniciens qui mettent au point les satellites, il y a des astronomes, et puis aussi il y a des géologues. Les géologues, vous savez, les géologues, c'est ceux qui vont gratter la roche, casser du caillou, regarder des carrières pour essayer de reconstituer l'histoire géologique de notre bonne vieille Terre. Ils aiment bien avoir des cailloux, être sur le terrain et regarder. Eh bien, les géologues étaient donc dans les agences spatiales, ils ont dit à leurs collègues américains et astronomes, ils ont dit écoutez, c'est bien joli d'envoyer des satellites, mais on aimerait bien d'aller voir un peu plus près sur place et de casser du caillou pour comprendre un peu ce qui s'est passé sur la planète Mars. Donc les ingénieurs ont dit pas question de vous envoyer là-bas, vous êtes trop lourd, c'est trop cher, etc. On va envoyer un petit robot, ce qu'on appelle un petit robot géologue. C'est-à-dire que c'est un petit véhicule, c'est comme une voiture radiocommandée, c'est le même